Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc j'ai décidé de faire le fac numéro 1. Pourquoi? C'est une foire aux questions. J'avais vu ça avec un youtubeur, je crois que c'est Anthony qui faisait ça, je me souviens plus. Et j'ai trouvé le concept sympa de pouvoir se dévoiler un petit peu aux fans et à ceux qui aimeraient bien apprendre à me connaître. Donc voilà, donc je vais répondre à plein de questions. Donc des questions qui ont été posées. Pour l'instant, j'ai Damien qui m'en a posé pas mal. Donc je vais lui répondre clairement. Moi, je vais essayer d'être le plus précis possible dans les questions qu'on me pose. Donc pour commencer, la numéro 1. Donc quelle est ma profession? Donc comme vous avez pu voir, là je suis pas en bleu. Là je suis dans le cadre professionnel. Je suis chauffeur de car. Là actuellement je suis en train de tourner dans mon car parce que je suis en pause. Je suis en pause au moins pendant 2 heures. Donc j'ai décidé de consacrer mon temps un petit peu à vous. Donc mon parcours professionnel, bah, c'était assez compliqué parce que ça s'est décidé vers 17 ans. C'était vraiment pas évident pour moi. Donc j'ai eu du mal vraiment à trouver ma voie. Donc c'est vrai que quand on est jeune, on a tendance à se chercher un petit peu, on sait pas trop, on entame plein de choses, on essaye d'être constructif, on essaye d'être créatif, pardon, on essaye de faire je sais pas, moi j'avais essayé la cuisine, la menuiserie, j'ai essayé plein de domaines. Et puis à chaque fois, bah, on s'aperçoit on n'est pas bon, c'est pas qu'on n'est pas vraiment bon, mais c'est qu'on a un manque d'expérience, donc on n'arrive à rien faire. Ça c'est le petit souci. Et comme je roulais à l'époque donc en mobilette, et cette mobilette là, elle arrêtait pas de tomber en panne. Donc j'essayais de la réparer, donc il n'y avait pas autant de succès qu'aujourd'hui sur ma chaîne. C'est que j'avais pas réparé, ça me posait des problèmes, et puis bah, le manque d'expérience, tout simplement. Quoi. Et j'ai commencé à me lancer un petit peu dans la mécanique, un petit peu grâce à ma mobilette. C'est parti un peu de là. Après, une fois j'étais tombé en panne, encore avec cette mobilette-là. J'étais au collège et il y avait un copain de classe qui me dit bah, pourquoi tu vois pas, il y a un monsieur, il fait des réparations à côté du collège. Quoi. Donc je suis allé voir ce monsieur-là. Il avait à l'époque 55 ans, il s'appelait Bernard. Bah, s'il est encore de ce monde, je lui dis bonjour s'il me voit. Et ce gars-là, il consacrait beaucoup de temps aux jeunes. C'est-à-dire que tous ces samedis après-midi, c'était pour les jeunes. Donc il fallait s'adhérer à l'année. Ça coûtait, je sais plus, à l'époque c'était peut-être... c'était une misère, c'était quoi, peut-être 15 francs l'année. C'était juste l'histoire de payer une assurance, je sais plus, il y avait une connerie à payer, c'était dérisoire. Et le but du jeu, c'était donc il me consacrait donc le samedi de 14 h à 19 h. Ça s'appelait le club du piston en folie. Ça me faisait marrer, mais bon, c'était le samedi. Et au lieu de rien faire, et puis à l'époque on n'avait pas internet, donc on allait voir ce monsieur-là. Donc on était ouais, à peu près entre 15 et 20 adhérents, puis il y avait donc tout le monde avait des mobylettes, avait qu'on appelle ça, des vélos. Et quand ça tombait en panne, il suffisait juste simplement d'acheter les pièces et d'aller là-bas. Et ça fait qu'après, on était les 15 autour de ce qu'il y avait à réparer et on essayait de tout réparer nous-mêmes. Ça fait qu'on prenait pas d'argent pour la main-d'œuvre, mais c'était juste histoire d'apprendre, histoire de passer du temps ensemble. Et ce concept-là, j'ai bien aimé. Donc ça a commencé déjà à me dégrossir un peu pour me diriger plus ou moins vers la mécanique. Après, vers 16 ans, je suis sorti de 3e, j'ai fait un BEP. Et comme ma mère voyait que je commençais à toucher un petit peu la mécanique, elle m'a dit pourquoi tu fais pas un BEP de maintenance en système industriel? Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un BEP, CAP de maintenance. Et puis au bout à peu près un an, quoi, on avait qu'on appelle ça les conseillères d'orientation. Et donc là, je ne savais toujours pas dans quel domaine j'allais vraiment partir. Et finalement, j'ai choisi la maintenance. Donc c'est parti de là. Et donc
il s'est passé, comment dire, c'est grâce à ma mère que ma voie professionnelle après a réussi à rebondir. Elle m'a commencé à me parler du côté de mon père. Mon père, il avait une cousine, et cette cousine était mariée à un militaire, un marin. Et elle me dit, pourquoi tu t'engages pas dans l'armée, tu pourrais faire comme lui, voir du pays, puis être à la retraite assez jeune, quoi. Et puis je m'étais dit, comme je devais faire mon service militaire, à l'époque c'était obligatoire, et je m'étais dit, bah ouais, faire ça ou chômeur, pourquoi pas, quoi. Elle me dit, tu essayes, tu t'engages 3 ans, si ça te plaît pas, bah tu arrêtes, quoi. Et donc je suis parti, donc je me suis retrouvé donc à Cherbourg pour faire mes classes. Je me suis engagé, donc j'ai eu mon BEP, CAP, d'abord j'ai eu mes diplômes, et ensuite j'ai commencé l'armée. Et donc c'est pour vous dire qu'une carrière ça tient à rien, quoi. Il suffit d'être au bon moment, au bon endroit, et puis ça peut partir très très vite. Donc je me suis retrouvé donc militaire, 3 ans. Donc j'ai fait, pour commencer, j'ai fait mon service militaire pendant cet laps de temps. Ensuite, pendant un laps de temps des 3 ans, quoi. Et puis j'ai vu que ça a commencé à me plaire, et donc j'ai commencé à faire un cours, parce que pour faire carrière, mais j'étais sous contrat, il faut faire un cours, c'est le premier pour commencer, pour pouvoir monter en grade. Donc c'était le brevet élémentaire à l'époque. Et ce brevet élémentaire, ça vous parle un peu de la mécanique navale, parce que je voulais faire dans mes spécialités, donc on choisissait, donc au départ, on avait droit jusqu'à 3 vœux de spécialité. Donc au début, j'avais choisi pilote de chasse, j'avais choisi mécanicien aéronautique, et puis j'ai choisi mécanicien naval. Et puis au final, ils ont décidé de prendre que là où vous avez besoin, hein. Et donc je me suis retrouvé mécanicien naval. Donc j'ai fait un cours, donc le brevet élémentaire, donc ça parle de la mécanique navale c'est plus de la théorie, on va dire, hein, grosso modo. Ensuite, donc ça vous permet de monter de grade, c'était à l'époque d'équipage, donc matelot deuxième classe à quartier-maître chef. Ensuite, après, il fallait passer le brevet d'aptitude technique, donc c'était un peu plus de technique, et puis après il y avait le brevet supérieur pour pouvoir continuer à monter en grade tout simplement. Et donc je me suis retrouvé embringué là-dedans, et pendant ce cours du brevet élémentaire, hein, donc j'ai un pote qui me fait t'as vu Fred, il y a un officier qui vient nous parler des sous-marins. Et ça s'est décanté à ce moment-là, et puis en déconnant, il me fait qu'est-ce qu'on fait? On essaye. Et puis donc on a essayé effectivement. Donc on a été pris, les tests ont été réussis. Et puis on s'est retrouvé dans les sous-marins. Et puis bilan, j'ai fait 15 ans que de sous-marins. Donc j'ai appris énormément. Donc j'ai fait mécanique navale là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc ça c'était service... là c'était 15 ans de sous-marin. Donc pour répondre encore à ces questions, est-ce que j'étais sur bateau ou sous-marin? Bah non, j'étais sur sous-marin, j'ai fait que ça. Ensuite, pourquoi je ne suis pas resté? Donc question... On va dire question 3. Pourquoi je ne suis pas resté dans la marine? Donc il y avait 3 raisons. La première, c'était, comme je disais auparavant, il fallait faire 3 cours pour pouvoir monter en grade. Et moi, je m'étais arrêté au 2e cours, c'est-à-dire au brevet d'aptitude technique. Et ce qui se passait, c'est que quand vous êtes engagé, vous avez une note, si vous voulez, vous avez un chef de compartiment qui est avec vous. Et puis, on vous évalue à l'année, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous faites, si vous faites des conneries, pas de conneries, si vous êtes pas confiant, si vous manquez de confiance, il y a des petites choses, on vous note, on vous apprécie, et en fonction de ces appréciations, ça vous rapporte des points. Ces points vous permettent de monter en grade et d'aller à divers cours. Donc ça, ce qui s'est passé, c'est que pour aller au cours supérieur, pour pouvoir monter en grade, je me suis retrouvé, au début j'étais trop jeune, et après j'étais trop vieux, quoi. Parce qu'ils avaient changé des formules. Parce que ce qui est important, c'est qu'à l'époque, pour pouvoir rentrer, il y avait un niveau de culture qui était de 1 à 4. Et en fonction du niveau qu'on obtient,
vous pouvez choisir plus vos affectations. Et puis pour pilote de chasse, malheureusement j'avais que le niveau 2, donc je pouvais pas prétendre aller à l'école. Donc je suis resté, j'ai pu faire que mécanicien naval ou aéronautique. Ensuite, ça c'était, il manquait un cours pour remonter. Donc forcément j'étais bloqué en grade. Donc moi j'ai commencé par matelot, j'ai fini maître. Et ça c'est... Parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait deux façons de pouvoir monter en grade. Il y avait soit on rentrait par mestrance et on avait le bac, on arrivait mestrancier, c'est-à-dire quasiment second maître, officier marinier si vous voulez. Et quand on n'avait pas le bac, on mettait 50 plus pour arriver au même résultat, quoi. Donc c'était un peu plus long au niveau de la carrière. Ensuite, il y a eu aussi le fait que ce qui me bloquait, moi, c'était, donc j'ai dit le grade, le cours. Et puis j'ai pu faire, comment dire, parce que quand vous partez en mer, c'est comme pareil pour l'aviation, les personnes handicapées, les personnes embarquées, ils font plus d'annuités, annuités retraite, ils en touchent un peu plus, quoi. C'est-à-dire que moi, il fallait faire un certain nombre d'heures par an, et ça rapportait 2 annuités. Et en fonction de ces plus une année à terre, donc ils comptaient tout, ça faisait 3 annuités. Et moi, j'ai fait mes heures, mes heures de navigation, je les ai faites pendant quasiment chaque année. Et donc je suis monté très très vite à presque 40 annuités. Donc c'est-à-dire qu'en gros, quand quelqu'un civil comme vous, ceux qui ne sont pas militaires mais qui sont dans la vie active comme moi actuellement, pour arriver au maximum d'annuités retraite, il fallait travailler 40 ans. Moi, j'ai fait quasiment 40 annuités mais en 15 ans. Donc il n'y avait plus d'intérêt à rester dans la marine. Et pour finir ma carrière, je voulais partir à Tahiti. Et ça n'a pas été accepté. Et donc j'ai décidé d'arrêter, de mettre fin à ma carrière suite à ça, quoi. Donc voilà pour la question concernant la marine nationale. Si j'ai fait le tour du monde, dans les sous-marins, non, on ne peut pas dire qu'on fait le tour du monde. Pour faire le tour du monde, je pense qu'il faut aller en surface. Et il y avait un bateau qui le faisait, mais j'ai pas eu cette chance d'aller dessus. J'ai quand même fait des bonnes escales. Ça, je ne regrette pas. Ensuite, touche tout. Est-ce que je touche à tout au bricolage? Électricité, plomberie, tout ça. Plomberie, quand c'est bouché, j'arrive à me débrouiller. Les seules choses que je sais pas faire, c'est souder. Ça, c'est malheureusement, j'ai appris un petit peu dans le cadre de la marine, mais malheureusement, le fait de ne pas pratiquer, on oublie, quoi. Ensuite, électricité, j'arrive à me débrouiller un petit peu. Bon, lire des plans électriques, quand je connais pas les légendes, c'est pas évident. C'est pas ma formation à la base. Je vais arriver à me débrouiller, comme vous avez pu voir sur certaines vidéos où je répare, je ressoude des fils électriques. Donc ça, c'est de la soudure à l'étain, donc ça, je sais faire. Où je répare justement des faisceaux de voiture. Ça, par contre, je vais arriver à trouver une panne. Ça, j'arrive à me débrouiller plus ou moins. Ça, c'est dans mes cordes. Et par contre, un exemple en électricité maison, je ne sais pas faire, par exemple, faire un va-et-vient, quoi. Un va-et-vient électrique, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'ai réussi à faire parce que dans mes toilettes, j'avais un tableau électrique avec des fusibles. Et souvent, quand ça vient à lâcher, le problème, c'est qu'il faut changer les fusibles. Et des fois, on n'en a pas sous la main. Et j'ai décidé de vouloir mettre un tableau à disjoncteur. Et comme je devais refaire ma cuisine. Et quand je devais refaire ma cuisine, il fallait que je tire des câbles pour la vaisselle, pour plein de choses. Et c'est moi qui a abattu donc la cuisine. J'ai fait des saignées, j'ai tiré tous les câbles qu'il fallait. Et j'avais fait appel à un collègue électricien, Christophe, que je salue s'il voit ma vidéo. Il était censé venir me faire mon tableau électrique.
Et malheureusement, faute de temps, et puis il avait d'autres choses à faire, et donc il n'a pas eu le temps vraiment de venir. Et comme j'avais l'équipe qui devait venir pour monter ma cuisine, il fallait que ça se fasse très très rapidement. Et donc je suis allé chez Monsieur Bricolage, et je ne savais pas faire, donc je suis arrivé, j'ai dit voilà, il me faut un tableau électrique, il faut changer les disjoncteurs, comment ça se passe, j'y comprends rien, et le gars il m'a expliqué. Et je me suis lancé tout seul, donc j'ai tout défait, j'ai pris les repères, donc j'ai tout allumé, j'ai regardé tout ce que ça coupait, et en fonction de tel disjoncteur, en fonction pas des installations, par exemple c'était la machine à laver et tous les trucs électriques qui se coupaient, j'ai pris des repères et ensuite j'ai tout rebranché correctement. Et puis j'ai pas eu de soucis, tout marchait super bien. Donc voilà, plomberie, maçonnerie. Donc tu parlais de la question maçonnerie. Bon, je vais peut-être arriver à faire un sceller par exemple un poteau, une chose comme ça, quoi. Mais à l'époque, je travaillais pour le tunnel sous la Manche. Il m'avait mis à un poste où il fallait réparer des tuyaux en béton. Et là, franchement, j'ai pas fait longtemps à ce poste-là. Après, ils m'ont déplacé, ils m'ont mis ailleurs où ça marchait mieux. Parce qu'ils ont vu que j'avais plus de ciment sur le visage que sur le truc à réparer. Donc franchement, c'est pas mon truc. Donc voilà pour retaper la maison. Ah si, j'ai fait aussi des caches radiateurs au travers de mes vidéos. Là, je me suis découvert. Je suis parti à la base d'une photo. J'ai acheté ce qu'il fallait à peu près, à la louche. J'ai pris des mesures, mais vraiment à la louche. Et ensuite, je me suis adapté par rapport à ma maison. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Cheminée. Si, j'ai abattu aussi une cheminée dans ma baraque. Ouais, c'est de haut jusqu'au sous-sol. Et puis, bon, j'ai le vertige, donc c'était pas évident. Mais ça l'a fait. J'étais assez fier de moi, de mon truc. Ensuite, passion. À part la mécanique et le bricolage. J'aime bien les sports mécaniques. C'est-à-dire tout ce qui est... J'aimerais bien un jour apprendre à piloter, faire des choses comme ça, quoi. Faire des courses. Ma passion que j'avais étant jeune, quand j'étais vraiment gamin, c'était la moto. Je voyais que par la moto, il ne fallait pas me parler de voiture. J'étais anti-voiture. Et puis donc j'ai raccroché, donc j'ai été motard de 91 à 1997. Et après j'ai repris en 2003, mais pas très longtemps, un mois. Donc j'ai arrêté parce que déjà quand on est célibataire, ça a un gouffre déjà. Et quand on a une famille, après bon, la famille avec les enfants sur la moto, ça le fait pas. En plus c'était une sportive. Et après il y a eu aussi le fait que j'ai eu des collègues de boulot, des collègues militaires qui se sont tués en moto. J'en ai eu plusieurs. Et moi j'ai eu 2 crashs. En 94, j'ai eu le jour de la Saint-Valentin, j'ai eu un gros crash. Et 4 mois après, avec un 1000. Et 4 mois après, c'était pareil. Je me suis retrouvé encastré dans une voiture. Et j'ai eu la chance de m'en sortir. Bon, pas les bécanes, mais j'ai eu vraiment de la chance. Donc ça, franchement, il faut faire gaffe. La moto, ça pardonne pas. Nous, on sait ce qu'on fait quand on conduit la machine, mais le problème, c'est que les gens en voiture, ils nous voient pas. Donc on a vite fait de se retrouver par terre et puis voire handicapé, voire tué. Donc j'ai préféré raccrocher les clés. J'ai raccroché les clés pendant quelques temps. 2003, je décide de racheter un 600. Et là, j'ai failli me vautrer, il y avait du vent. Puis il y a un chien sur la route qui courait, une voiture qui m'a fait une queue de poisson, j'ai failli me vautrer. Et puis finalement, après, j'ai arrêté définitivement. Et puis j'ai acheté que des motos, ma passion c'était ça parce que j'adorais la vitesse. Et puis maintenant, on peut plus rouler, donc c'est problématique. Donc une voiture maintenant sont aussi puissantes que les motos, voire même plus. Donc je vois pas trop l'intérêt. Donc maintenant les marques préférées, j'ai pas vraiment de marque préférée.
Bon, je suis Mercedes depuis 2006. Ça fait 12 ans que je roule Mercedes, du moins en voiture. Et depuis 2012, je roule Mercedes en car. Et franchement, moi, j'aime bien cette marque. Pour moi, elle est fiable. Pour moi, elle est très très fiable. Après, je vais rentrer plus en détail tout à l'heure en parlant des marques de voitures par rapport à ce que j'ai aimé, pas aimé. Donc Porsche, j'ai fait une Porsche une fois, j'ai passé la valise sur une Porsche Boxster. Franchement, vous payez la marque, mais j'ai pas trouvé ça top. Parce que moi, ce qui m'a écœuré, c'est le fait que la personne parte en vacances 15 jours et les batteries, elles se déchargent illico presto, quoi. Donc ça sert à rien. Donc si à chaque fois que vous partez en vacances plus de 2 semaines, vous pouvez pas faire tourner votre bagnole, vous vous retrouvez avec la batterie à plat. Après, il faut passer à la valise pour effacer tous les défauts. Franchement, par rapport au prix où ils vendent ça, je trouve ça un peu désolant, quoi. Ensuite, j'aime bien un Mustang. J'aime bien les voitures avec les gros moteurs qui font un bon son. J'aimais bien à l'époque aussi, il y avait la Subaru qui me plaisait bien, mais après, c'est une question d'entretien. Mais franchement, non, j'ai pas de marque. Moi, ce que j'aime bien, c'est une voiture, il faut qu'elle me plaise déjà, à la base. Et puis maintenant que je fais des réparations, il faut qu'elle soit fiable. Ça, c'est un truc c'est mon premier truc, c'est la fiabilité. Si pour avoir une belle voiture et que vous n'avez que des problèmes, pour moi, c'est pas bon. Autrement, au niveau mécanique, ce que j'aimerais bien aussi, ça ferait partie, parce que j'ai un collègue au boulot, lui, il fait ça. Ça doit être sympa, quoi. Être sur faire partie un genre d'écurie, quoi. C'est-à-dire il y a des courses je crois que c'est des voitures rallye, ou je sais plus ce qu'ils font exactement. Mais lui, il est là pour réparer les bagnoles pendant la course, quoi. Donc c'est vrai que ça peut être sympa, ça peut être bien. Je sais pas, ça me plairait, je pense que ça me plairait bien, ce genre de truc. Faire les préparations avant chaque course, ça peut être un truc super intéressant. Ce qui me plairait aussi, c'est d'arriver à faire de la programmation voiture. Par exemple, booster une bagnole, apprendre des choses bien, bien techniques, complémentaires. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien apprendre. J'apprends assez rapidement, mais s'il y a quelqu'un qui voit ma vidéo, qui a envie de montrer son savoir-faire à ce niveau-là, je suis preneur. D'ailleurs, je suis preneur un peu en tout domaine, quoi. J'aime bien enrichir ma connaissance personnelle. Ensuite, est-ce que j'achète des véhicules d'occasion? Ça, c'était pour la question 11. Les véhicules d'occasion, ça dépend. Des fois, c'est vrai que j'aimerais bien acheter plein de voitures, les retaper, les revendre. C'est comme l'autre fois, je regardais, c'était sur le Bon Coin, ou je sais plus, sur Allo Voisin. Non, c'était sur le Bon Coin, le gars, il vendait une BM. Et je voyais qu'il avait un souci avec sa bagnole. Il y avait un voyant qui était allumé. Et il la vendait quand même, quoi. Et donc forcément, s'il y a un voyant qui est allumé, ça ne peut pas passer au contrôle technique. En gros, j'avais envie de lui dire, bah, viens à la maison, on la répare, comme ça tu la gardes ta bagnole, t'as même pas besoin de la vendre. Parce qu'il n'avait pas les moyens de la faire réparer, quoi, par rapport à la main d'œuvre. Et moi, la main d'œuvre, je m'en fous. C'est du temps, moi ça me fait un tuto, je suis content, quoi. C'est simplement ça que je veux faire, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc les véhicules d'occasion. Donc j'ai eu... j'ai eu quelques véhicules d'occasion, hein. Ma première voiture, c'était une BX. C'est-à-dire que quand j'étais dans la marine, donc j'étais sur Toulon. De Toulon, bah forcément, je remontais tous les week-ends sur la région parisienne. Et forcément, en moto, ça coûte un bras parce qu'il y a les révisions, c'est tous les 5000 km. Et un pneu, c'est à peu près 5000 km. Donc je vous laisse faire le calcul, ça coûte assez cher. Donc je m'étais acheté une BX que je laissais chez mes parents, comme ça je remontais en train. Et cette BX là, elle était d'occasion, j'ai payé ça une misère, mais ça me permettait de me déplacer, voir les copains quand j'étais chez moi, chez mes parents. Ensuite j'ai eu une 306, dans la 306 des turbos, celle-là je l'avais eu neuve. Je l'ai gardée 5 ans, elle avait moins de 100 000 km.
Parce que à l'époque, il fallait pas que ça pour moi, il fallait pas qu'un véhicule ait plus de 100 000 km, sinon c'était invendable. Et puis, pour moi, arrivé à 200 000, la voiture était morte, quoi. À l'époque, je voyais ça comme ça. Ensuite, après, je suis passé de la 306D Turbo, j'ai eu une Opel Vectra. Alors bah là, ça a été l'hécatombe. Opel, je ne veux même plus en entendre parler. J'ai mis 6 mois à m'en remettre. Bah, je vous en parlerai plus en détail d'ailleurs quand je parlerai des voitures. Ensuite, donc j'ai revendu cette Opel de Daube là. J'ai pris parce que Renault me reprenait donc ce véhicule-là. Il y avait que qui me la reprenait. Personne n'en voulait. Et comme je voulais pas la vendre à un particulier pour pas me retrouver en procès s'il tombait en panne, j'ai décidé d'acheter un autre véhicule neuf. C'était une Renault Mégane, une Mégane 2. Et celle-là, j'ai gardé 2 ans et demi, 50 000 km, et je l'ai fait reprendre par Mercedes. Et depuis, je roule Mercedes, que j'ai eu neuve aussi, la Mercedes. Et là, maintenant, elle a 356 000 km, et est toujours fiable. Donc c'est vrai qu'au début, je disais, il ne fallait pas que un véhicule dépasse 100 000 km, mais depuis que je suis dans le transport, je me suis aperçu que les moteurs, finalement, un moteur très bien entretenu, peut faire énormément de kilomètres. Et j'ai conduit des cars qui avaient... celui que j'ai conduit qui avait le plus de kilomètres, c'était un Mercedes. Et lui, il avait 1 040 000. Et encore, là, ça fait... Je vous parle de ça il y a 2 ans. Et là, je suis sûr qu'il y a au moins 1 100 000 ou un truc comme ça. Le moteur, il bouge pas. C'est la carrosserie qui commence à partir un peu en sucette, mais ça va. Ensuite, après la Mercedes que j'ai toujours. Donc là... Maintenant, pour répondre aussi à sa question à Damien, j'ai au nombre 4 voitures. Donc j'ai la Mercedes, ma compagne a une Audi A3 Sportback de 2006. Et avant, elle avait une Fiat 500 Abarth 170 chevaux de 2009. Là, maintenant, j'ai une Twingo. Cette Twingo, c'est vrai que je l'ai achetée d'occasion. J'ai eu une opportunité par un ex-collègue. Il me la vendait pas cher. Et j'ai pensé tout de suite à mon fils. C'est-à-dire que Twingo, au niveau des assurances, c'est pas cher. Pour se faire la main, c'est très très bien. Ça suffit largement. Et cette voiture-là, bah, je m'en sers aussi pour voiture relais quand j'ai un problème sur la Mercedes ou sur l'Audi. Donc voiture relais, c'est une voiture, on appelle ça relais dans le transport, mais c'est un véhicule de remplacement, quoi. Comme on pourrait appeler véhicule de courtoisie quand vous allez emmener votre voiture au garage. Ensuite, j'ai aussi une Toyota, donc on a Toyota 26.2 de 2004, que j'ai récupéré l'année dernière. Donc c'est un véhicule qui appartenait à mon père adoptif qui est décédé l'année dernière. Et comme je suis le seul héritier, bah, j'ai hérité de cette voiture-là. Et comme elle n'avait pas beaucoup de kilomètres, elle avait 96 000 km, j'ai décidé de la retaper. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de boulot dessus. Et j'ai fait pas mal de choses, embrayage, distribution, j'ai fait réglage de frein à main, les plaquettes, enfin bref, il y a eu pas mal de trucs de fait dessus. Donc voilà pour le nombre de voitures. Donc je voulais répondre aussi à Ted, je sais plus si c'est 86 ou 36, je me souviens plus. Il me parlait de la fiabilité, comme pareil, il me parlait aussi, Damien, de la fiabilité des véhicules. Donc les conseils que je peux donner, c'est déjà regarder ma vidéo sur où j'explique déjà avant d'acheter un véhicule d'occasion qu'est-ce qu'il faut faire, les contrôles, des contrôles visuels très très importants pour pouvoir négocier le prix. Déjà il y a cette vidéo là qui pourra déjà vous aider déjà avant d'acheter un véhicule d'occasion. Moi après, il y a ce que je conseille, c'est de choisir une voiture avec une chaîne de distribution et non une courroie. Pourquoi? Parce qu'une chaîne de distribution, vous n'êtes pas amené à la changer régulièrement comme une courroie. Parce qu'une courroie, il faut savoir que par exemple vous allez chez Audi, ils vous mettent un billet de 900. Vous prenez une Twingo, c'est un billet de 600. Vous voyez, tous les 5 ans, il y a toujours des frais complémentaires. Donc ça, c'est le premier conseil. Après, se renseigner, parce qu'elles ont toutes
chaque voiture a son... Je suis pas là pour critiquer ceux qui vont rouler, parce que je vais critiquer certaines marques, c'est sûr. Ceux qui vont regarder cette vidéo là, ils vont se dire ouais, il critique, j'ai une voiture, par exemple j'ai une Alpha par exemple, il va critiquer Alpha. Après chacun fait ce qu'il veut, chacun choisit en fonction de ses moyens, chacun fait... Mais moi ce que je veux dire c'est, mécaniquement parlant, j'ai vu beaucoup de choses en peu de temps. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que je suis un... Bon, j'ai trempé, comme vous avez pu voir, j'ai quand même trempé dans la mécanique. Comme je vous disais, je faisais la mécanique sur ma mobilette où je faisais... J'ai même changé mon moteur, j'ai enlevé les pistons, enfin bref, j'ai touché la carburation, je touchais pas mal de choses. Après, en bagnole, je faisais mon entretien mais en tant qu'amateur. Après, j'ai eu quand même 15 ans de mécanique navale derrière moi. Après l'armée, j'ai quand même fait 6 mois aussi de... J'ai oublié de dire 6 mois en mécanique motoculture. Et puis après, depuis 2007, je suis chauffeur de car. Et ce que je voulais dire, c'était... J'ai perdu le fil. Donc voilà, je me souviens plus ce que je voulais vous dire. Bon, c'est pas grave, tant pis. Ça va sûrement revenir tout à l'heure. Donc chaque voiture, c'est vrai, a son charme. Donc après, il faut se renseigner au niveau des conseils. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder par exemple, Autoplus. Autoplus, il y avait un magazine. Je me rappelle plus, c'est le journal qu'il fallait regarder. Où il parlait de... Qu'on appelle ça des problèmes rencontrés sur les véhicules. C'est-à-dire qu'il y avait des sigles, donc il y avait un triangle vert à l'endroit. Alors, si c'était un triangle vert, ça voulait dire véhicule sans problème. Si c'était un petit losange orange, c'était des pannes, mais qui coûtent pas très cher, mais on rencontre quand même des problèmes. Et si c'était un triangle rouge, là c'était panne chère et coûteuse. Et j'en ai fait les frais avec l'Opel, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc là, je vais vous parler des marques que j'ai pu faire, que j'ai eu l'occasion de faire. Donc il y a eu Alfa Romeo. Donc les Alfa Romeo de maintenant, je ne sais pas trop. Celle que j'ai fait, c'est un 2003, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus exactement. Mais c'est tout ce qui est italien. Moi, ce que je reproche, c'est que c'est cher, déjà d'une. De deux, c'est pas fiable. Ça nécessite des fois des réglages assez pointus, surtout en moto. Des casses, des grosses casses. Mais les derniers modèles, je ne sais pas. Ensuite, Audi. Alors Audi, je suis tombé de haut, parce que je m'attendais à la réputation Audi. À pas mal de, comment dire, à une fiabilité extrême. Je m'attendais à un truc super. Alors je vais dire ce que j'ai pas aimé, c'est les problèmes électriques. C'est-à-dire que c'est une voiture qu'on a échangée contre la Fiat 500 Abarth, et quand on l'a récupérée, il y a eu beaucoup de problèmes électriques. Donc j'ai eu la platine du clignotant qui s'oxydait. Donc forcément le clignotant il marchait plus. Les fils qui se coupent dans le faisceau à long terme. Donc j'ai dû ressouder les fils. Donc ça c'était chiant. Après il y a eu tout ce qui est platine de commande de lève-vitres. Ça c'est venu à merdouiller aussi. Obligé de changer la platine. Les serrures qui s'en vont en l'air. L'embrayage changé à 210 000 bornes. C'est des choses qui pour Audi, je trouve ça un peu désolant quand même. Là, je vois ma Mercedes, hein, l'embrayage il est d'origine, il y a 358 000 km. Et à 210 000. Mais même les pièces, tout ce qui est pièces Mercedes, ça s'use moins, quoi. Donc j'en parlerai plus longuement tout à l'heure. Ensuite, ce que je voulais dire d'autre sur Audi, ouais, donc les problèmes électriques, ouais, ça c'est fréquent. J'ai eu des problèmes de plafonnier. J'ai eu pas mal de problèmes. BMW. Alors BMW, c'est une marque que j'aime bien, mais j'ai pas eu l'occasion d'en faire, à part une où j'ai passé juste la valise dessus. C'est tout ce que j'ai fait, et j'ai jamais bossé dessus. Chevrolet. Alors j'ai fait un GPL, une AVO. Ce qui m'a séduit dessus, c'est
la simplicité de la mécanique. C'est-à-dire, ça me faisait un peu penser au Jeep de l'armée. J'avais vu un reportage et justement il montrait qu'à l'époque, on voyait le démontage des Jeeps. C'était très très sommaire, très très facile. Et là, Chevrolet, je trouve que c'est un peu... on dirait c'est la mécanique un peu basique. Ça a l'air d'être super simple. Ensuite, Chrysler, j'ai jamais fait. Citroën. Alors, Citroën, au groupe PSA, ce que je leur reproche, c'est qu'on appelle ça, la qualité des plastiques. Donc, c'est-à-dire au niveau de refroidissement liquide. Ça, je trouve ça aberrant de mettre des tuyaux en plastique rigide. C'est-à-dire qu'avec le temps, j'en ai fait les frais sur ce qu'on avait une C3. Et donc c'est une pièce ils appellent ça l'araignée. Sur la C3, c'est l'araignée de réfrigération. C'est de l'eau du refroidissement liquide qui passe dedans. Mais avec la chaleur du moteur, à force, avec le temps, ça finit par péter. Et vous perdez votre liquide de refroidissement. Et ça tombe en général sur le pot d'échappement et ça s'évapore. Et ça, tous les 75 000, 80 000 km. Ensuite, pareil, j'avais fait sur une C4. C'est grâce à une C4 que je me suis lancé sur ma chaîne de Frédéric Fred Sympa. Et là, c'est pareil, c'est des thermostats, c'est du plastique rigide de la même qualité que l'araignée. Et ça finit par péter à long terme. Après, sur C4, c'est les serrures qui n'étaient pas... les problèmes de coffre. Vous voyez, il y a beaucoup de soucis. Et puis c'est le prix, quoi. Le prix qu'on vous vend ce type de voiture. Et puis quand vous passez au garage, on vous assaisonne. Pardon. Donc j'en ai fait les frais avec la C3. Donc on avait emmené la C3 à réviser. Ah oui, la C3 qu'on avait emmené donc à réviser. Et puis le gars, quand on la récupère, je fais à mon ex-femme, voilà, il y en a pas. Parce qu'on a vu aussi une Fiat Stilo, et Fiat Punto. Et la Fiat Stilo, on l'avait emmenée en révision. Pour une vidange, j'en avais payé, je sais plus, 180 €, un truc comme ça. Et quand j'ai emmené la C3, je dis à mon ex-femme, il y en a à peu près pour 150 €, vu que c'est une plus petite voiture. Et puis je m'étais retrouvé avec une facture de 380 € ou une chose comme ça, quoi. Et là, je leur avais dit, j'avais été voir Citroën. Ma femme avait demandé pardon à Citroën le tarif, c'était un peu exorbitant. Et la dame lui a dit ouais, mais c'est une C3, même. Ça reste quand même une C3, quoi. Bah moi pour la Mercedes, je payais moins cher. Donc c'est pour faire un rapport de prix, quoi. Ensuite, la qualité de ces véhicules-là, des Citroën, c'est un peu léger. Quand il y a du vent, on a l'impression qu'on va s'envoler. C'est un peu léger, je trouve. Ensuite, Dacia, ce que j'aime bien, c'est que c'est simple. Il n'y a pas d'électronique, vous n'êtes pas emmerdé. Pour moi, il n'y a rien à dire, mécaniquement parlant. Fiat. Bon, Fiat, à chaque fois que j'ai roulé Fiat, je tombe en panne. Vous savez ce que ça veut dire, Fiat? Les initiales, une petite blagounette. Ça veut dire ferraille invendue à Turin. Ensuite, Fiat, ouais, donc, qu'est-ce que je peux dire sur Fiat? Donc, j'ai eu une Punto, j'ai eu des problèmes de direction assistée, j'ai eu une Stilo, c'est l'injecteur pompe qui avait lâché. Et sans prévenir, pour rester en carafe du jour au lendemain. Ensuite, ma compagne a avant l'Audi, elle avait une Fiat 500 Abarth 170 chevaux. Ah, ça tournait, c'est un vrai kart. Mais par contre, c'est onéreux, c'est cher, c'est bruyant, c'est mécaniquement parlant. Je vais dire, c'est de la merde, c'est fragile, quoi. C'est italien. Chaque révision, ça tournait aux alentours de 2000-2500 €. C'est chaque train de pneus, si vous arrivez à 10 000 km, vous êtes content.
En général, c'est moins de 10 000. Parce que le train avant est très, très souple. Le problème, c'est que c'est une base de 500. Et vous mettez une voiture sportive dessus. Et ce qui se passe, c'est que le train avant, ben, chaque fois que vous changez les pneus, vous êtes bon pour un parallélisme. Une fois, ma compagne, elle me dit j'ai crevé, je me suis déplacé. Je pensais mettre une mèche ou lui réparer. Et les deux pneus étaient à plat. Ça bouffait de l'intérieur, on s'en rend pas compte. Et elle s'est retrouvée vraiment dans une galère. En gros, elle est repartie sur un plateau. Ensuite, tout ce qui est mécanique, c'est compact, c'est pas accessible. Vous prenez une bosse, l'impression que la bagnole elle va se désintégrer. Donc voilà pour Fiat. Voilà ce que j'ai pu constater sur ce que j'ai fait. Ainsi, la fragilité aussi, la maladie, c'est les pattes de frein à main. La patte qui avait cassé. Et puis bien sûr, pour changer la patte, il faut tout démonter une partie du train arrière. Donc c'est pas accessible, donc forcément si vous faites faire ça en garage, ça coûte super cher. Ensuite, Ford. Alors Ford, ce que je reproche, c'est service après-vente, il n'est pas terrible apparemment, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, ce que j'ai pu constater visuellement, c'est les pare-chocs, la faiblesse des pare-chocs. Pare-chocs arrière, surtout sur les Mondeo de l'époque. La fragilité où c'est une fine pellicule de plastique et à la fin ça finit par craquer et on vous retrouve avec de la mousse. On voit la mousse, donc ça fait dégueulasse. Ça, j'ai pu le constater. J'ai réparé une Ford Focus, c'était dans mes premiers tutos. Bon, ça n'allait pas, c'est une essence, c'est une Focus essence. Et puis non, ça avait l'air de... Il y avait pas mal de trucs à faire, mais non, ça m'a pas déplu de travailler dessus. Hyundai, je connais pas. Moi, je connais une marque, mais jamais eu. Jamais bossé dessus. Jeep, j'en ai jamais fait. Kia. Alors, là où ils nous prennent pour des imbéciles, c'est au niveau de la garantie. On vous dit que c'est garantie 7 ans, c'est faux. 7 ans peut-être au niveau motorisation, mais après tout ce qui est capteur électrique, tout ça, c'est des 2 ans en général. Après, la faiblesse, c'est les écrans de GPS. J'ai ma mère qui roule en Kia. Et elle a l'écran du GPS qui a cramé au bout de 4 ans. Ça coûte une blinde, elle a commandé sur internet. Ça arrivait, ça se montait pas dessus, ça marchait pas. Après, une fois que vous ont vendu la bagnole, bah tout le monde a l'air de s'en foutre. Donc c'est... On laisse tomber. Lancia, bon, Lancia c'est une marque que je connais, mais de nom, mais j'approuve pas parce que j'ai jamais fait, je peux pas juger. Alors Mercedes, forcément, je vais vous dire que c'est ma marque préférée pour l'instant parce que je suis tombé sur une super bonne série. Tout ce qui est démontage, c'est l'ingénieur, on peut dire qu'il est au top. Il est étudié, il pense au moins aux mécanos de chez Mercedes pour les démontages. C'est sûr, ils vont prendre, vous allez peut-être payer un peu au niveau tarif horaire, mais au moins c'est bien étudié quand vous le faites vous-même. Il n'y a pas de hasard, c'est bien carré, non franchement c'est top. Après, ce que je veux dire par rapport aux Allemandes, c'est que j'avais eu une discussion en 99 parce que je voulais acheter BM. Et j'avais vu une BM chez un concessionnaire. Et le gars il m'avait dit, les gens, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur du logo. Faut pas avoir peur du logo. Et puis je me suis aperçu que finalement, même chez Mercedes, j'avais comparé une facture avec mon père adoptif, avec la Toyota. Il payait plus cher pour la Toyota que pour Mercedes. Il y avait 150 balles d'écart. Donc vous voyez, ça veut rien dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les garages, vous avez par exemple Mercedes, où j'allais faire ma révision au groupe Davis. Et là, c'était 250 € le service A et 450 le service B. Et quand j'allais par exemple dans un autre garage, c'était 450 le service A et 800 le service B. Et quand on voit ce qu'il y a, c'est qu'ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et j'avais posé donc au concessionnaire le moins cher comment ça se faisait qu'il y avait forcément une différence énorme au niveau tarif. Il m'a dit le prix des pièces, c'est le prix des pièces, mais par contre tout ce qui est tarif horaire, c'est libre. Donc c'est pour ça que vous faites assaisonner, quoi. Donc choisissez votre garage en fonction des tarifs horaires. Vous ne faites pas avoir, quoi.
Je voulais vous parler, donc c'est toujours Mercedes, donc je voulais parler de la différence au niveau des... Parce que les gens, comme je vous parlais, qu'ils avaient peur du logo, je vais vous prouver le contraire, que finalement, c'est parce que vous allez rouler Mercedes, ça va vous coûter même plus cher de rouler en française qu'en Mercedes, tout simplement. Donc j'ai acheté, pour faire le calcul, j'ai acheté après l'Opel Vectra, j'ai acheté la Renault Mégane de 18 000 euros. Dans cette voiture-là, je l'ai gardée 2 ans. 2 ans et demi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez souvent l'Argus des particuliers, il est beaucoup plus élevé qu'un Argus de garage. Pourquoi? Parce qu'un Argus garage, il vous enlève 25% en plus, parce ils estiment qu'il y a des frais de remise en état. Et c'est pour ça qu'on vous l'achète toujours au rabais. Et donc, moi, ma Mégane, j'ai acheté donc 18 000 euros. J'ai gardé 2 ans, 2 ans et demi à peu près. Elle avait 50 000 km. C'était une essence. Et cette voiture-là, ils me l'ont repris 5 500 euros. On va partir, pour faire des comptes plus ronds, on va partir sur 5 000 euros. On imagine que c'est Renault qui me reprenne cette voiture-là à 5 000 euros. Je décide de reprendre derrière, je la change tous les 2 ans, disons, comme je vous disais tout à l'heure. Je la rachète, une deuxième exactement la même. Et là, pareil, 18 000 euros. Donc j'ai perdu 13 000 pour la première bagnole. Je refais l'opération suivante. Je repère encore 13 000 pour 100 000 km. Donc ça fait, on arrive à 26 000. Donc pour 100 000, pour 200 000, j'ai perdu. Donc ça fait 36 000. Donc ça fait 26 000, ça fait 52 000. Donc j'ai perdu 52 000 pour 200 000 km. Vous voyez combien ça vous coûte déjà. Et ensuite, vous regardez Mercedes, j'ai fait 100 000 de plus, plus de 100 000 de plus, et je l'ai payé 28 000. Vous voyez, finalement, faut pas avoir peur. Et puis je roule dans une autre gamme, quoi. Donc faut penser à regarder ce genre de détails. Parce que c'est vrai, vous dites, oh, les bagnoles 35 000, 30 000, mais finalement ça vous revient moins cher d'acheter. C'est sûr que ce qui fait mal, c'est le premier chèque. Mais après, vous allez voir au niveau de l'entretien. Un exemple, je vais partir sur les amortisseurs que j'ai fait sur la Mercedes. J'ai fait 265 000 km avec une C3. Vous les changez tous les 80 000. Et à chaque fois, donc là, si vous n'avez pas les moyens, si vous ne savez pas le faire, bon maintenant j'ai fait des vidéos, vous allez pouvoir les regarder, mais si les amortisseurs, vous passez chez Mercedes, ils vont vous mettre peut-être, je sais pas, je vais dire une connerie, j'en sais rien, 250, 300 balles pour les faire. Disons 300 euros. Normalement, quand on va dans un garage lambda, ils prennent, je crois que c'était 170 euros là, pour faire une pause d'amortisseur. Je crois que c'était chez Speedy qui prenait ce tarif-là. Et si vous faites ça 170 fois 3 fois, vous êtes à plus de 350 euros. Quoi. Donc forcément, ça vous coûte encore plus cher au niveau d'acheter une française. Quoi. Voilà ce que je voulais vous dire. Ensuite, donc passer Mini. Bon, les Mini, je connais pas. J'en ai jamais eu. La seule que j'ai vue, c'était sur la nationale, elle était en train de cramer. Donc apparemment, il y avait un petit problème. Nissan. Je pense que ça reste assez cher quand même. Mais j'en ai pas réparé. Donc je ne peux pas juger. Opel, alors là c'est ma bête noire. Ça c'est une marque qui ne devrait plus exister. C'est simple, il n'y a pas de mots, c'est de la merde. Là franchement, là je parle en connaissance de cause. J'ai acheté donc après la 306 parce que j'ai eu mon gamin. J'avais acheté une Opel Vectra DTI. Là, c'était la 100 chevaux 2 litres. Je l'avais acheté à l'époque assez cher. Je l'avais acheté, elle avait 20 000 km. Donc c'était une bonne occasion pour moi. Donc j'achète ce véhicule-là. Le service après-vente, c'est de la daube. La première chose que j'ai commencé à faire quand j'ai eu ce véhicule-là, c'est passer un coup d'aspirateur partout, changer les tapis et faire un nettoyage extérieur. Ça, c'était le premier truc que j'ai fait. Ensuite,
En 46 000 km que je l'ai eu, la note a été très très salée. J'ai changé 2 fois les injecteurs, donc 2 fois 4 injecteurs, une pompe à injection, un bloc moteur, 4 amortisseurs, 4 trains de pneus, un airbag. Et il y a eu encore, je me rappelle plus ce qu'il y a eu, mais il y a eu autre chose aussi. Mais on se fout de vous. Et puis à un moment, j'ai cru que la bagnole, j'allais la mettre dans la vitrine de chez Opel. Tellement que j'étais énervé. J'ai mis 6 mois à m'en remettre. Et puis, donc ma mère, elle voyait bien que Opel c'était de la merde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle achète une Opel Astra. La voiture 2000 km, déjà un démarreur à changer. Elle a fait 10 000 bornes, rebelote, encore un autre démarreur. Et après, je sais plus combien, à 100 000, c'est les injecteurs. Et regardez aussi les forums. Si vous allez faire un tour sur les forums, il y a beaucoup de... Au niveau d'Opel, regardez, il y a beaucoup... Les gens, ils changent les injecteurs à 9000 km. Vous trouvez ça normal? Là, j'ai fait une Opel Agila l'autre fois. C'était fait chez Opel. Facture 1900 et quelques euros. C'est même pas 7 mois après, ça se met à fuir. Donc vous voyez, c'est de la daube. C'est même pas réfléchi. Au niveau du démontage, c'est assez simple. Quand j'ai fait le filtre à gasoil, c'est même pas étudié. Il faut démonter un calculateur. Vous cherchez les vis à l'aveugle. Vous savez même pas où. Heureusement que l'ingénieur n'était pas là. Je crois que je lui aurais fait bouffer le filtre. C'était vraiment... c'était une horreur. C'est franchement... c'est même pas pensé. C'est même pas réfléchi. C'est... Je sais pas. Il n'y a pas de mot pour ça. Un conseil, n'achetez pas Opel. En plus, ça bouffe de l'huile. Voilà. Et je voulais dire aussi par rapport, j'ai oublié de dire pour Audi, pareil, le Audi Sparkback, elle bouffe pas mal d'huile. Peugeot, donc Renault. Donc moi on m'a toujours dit avec Renault toujours un bruit nouveau. Et ce que je peux dire, c'est au niveau fiabilité. Pourtant j'ai roulé Renault hein, quelques fois. Hein. Au niveau fiabilité, ce que je reproche à Renault, c'est certains démontages, ou certaines Clio, je crois que c'est la 3, c'est une catastrophe, quoi. Pour changer une ampoule, il faut tout démonter, et encore, on n'arrive pas à comprendre comment ça se démonte, c'est mal pensé, c'est mal étudié, c'est... Après, ça dépend certaines bagnoles, certaines Renault, mais il y en a certaines, c'est... Waouh, on a un peu de mal, quoi. Au niveau Renault, c'est vrai que ils ont peut-être fait des progrès depuis. Les premières Renault, c'est les problèmes de corrosion. Bon, maintenant, ça va mieux. Depuis les années 86, ils ont fait des efforts. Ensuite, la Renault. Ce que je reproche aussi, c'est tout ce qui est plastique. Vous démontez un truc, par exemple sur Twingo, je parle. C'est sommaire, c'est sûr, c'est facile à démonter. Mais vous voyez que c'est pas cher quand on voit que la matière première, elle est pas de qualité, quoi. Il y a tout qui rouille. Vous démontez, je sais pas, un truc de porte, il y a des clips qui pètent, il n'y a rien qui tient, quoi. Mais c'est pas cher à l'achat. Mais après, vous dépensez en main d'œuvre et en pièces, parce qu'il faut changer plus souvent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Donc ça c'est Renault. Bah, souvent, regardez souvent, quand vous partez en voyage ou une chose comme ça, quand vous voyez une dépanneuse avec une voiture en panne, regardez souvent, c'est une Renault. C'est sûr, elles ont des belles gueules aussi. C'est comme Opel, elles ont des belles gueules, mais c'est dommage que la motorisation, ça suit pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ça c'était Renault, Seat, sont tout ce qui est groupe Audi, Volkswagen, Seat, tout ça, c'est pas mal, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Volkswagen, c'est cher, très très cher, mais tout ce qui est démontage, comme Seat, hein, tout ça, ça se démonte super bien. Audi, ça se démonte super bien. De toute façon, tout ce qui est allemand, vous pouvez y aller. C'est assez simple. Ça a été pensé quand même pour les démontages. Pour ça, c'est quand même bien. Sur Seat, ce que je reproche, c'est quand ça vieillit, c'est au niveau de la boîte. Les boîtes, quand on débraye ou on change, on a l'impression que c'est un peu limite. On a l'impression que ça va casser. Ce qui m'a séduit aussi, c'est au niveau de, comme Audi, hein, c'est qu'on appelle ça au niveau des cardans. Ça c'est pas mal, ça j'ai bien aimé. Vous n'êtes pas obligé du moins sur l'Audi A3, vous n'êtes pas obligé de vidanger votre boîte pour pouvoir démonter un cardan.
Parce que il y a une tulipe, c'est comme sur la Seat, pareil. C'est exactement les mêmes tulipes. C'est ce qui sort de la boîte. Donc vous avez la boîte, vous avez l'engrenage, vous rentrez, vous avez l'huile de boîte, vous mettez d'abord votre tulipe, c'est un grand axe avec un engrenage qui tourne. Vous le mettez dedans, vous le fixez à l'aide d'une vis centrale, et après il y a une platine. Et après votre cardan, il vient s'emmancher dedans, et c'est serré juste sur la platine. Ça fait que vous pouvez le démonter sans vidanger. Ça, j'ai trouvé ça génial. C'est le petit avantage. Ensuite, Skoda, bon, c'est pareil, hein, c'est Volkswagen, tout ça, y a pas, ça se démonte assez bien. Après, à long terme, je ne sais pas ce que ça vaut, j'en ai jamais eu. Suzuki, j'ai fait la voiture de la belle-mère. C'était les plaquettes disques. Ça reste simple. J'avais bien aimé la conduite. Et c'était une boîte longue. Donc la deuxième, vous pouvez tirer dessus sans que ça gueule de trop. Et puis j'aimais bien le bruit. Après, ce que ça vaut dans le temps, je ne sais pas. Je sais que mes beaux-parents, ils roulent Suzuki depuis, ça doit faire un petit moment apparemment. À voir dans le temps. Toyota, c'est lourd, c'est cher. C'est cher au niveau de la main-d'œuvre. Parce que je vois pas loin de mon boulot, il y a un Toyota, ils sont à plus de 100 euros. Ils sont beaucoup plus chers que chez Mercedes, qui sont à 75. Donc vous voyez, comme je vous dis, hein, ils sont libres, mais ça reste assez cher. Démontage, c'est chiant. Beaucoup de démontage, style par exemple la courroie de distribution. Faut tomber la pompe de direction assistée, faut tomber la pompe à injection pour avoir accès à la pompe à eau. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs. Par exemple, la boîte de vitesse, quand je l'ai tombée pour faire l'embrayage, par rapport à Audi. À Audi, on va dire, il y a un support latéral, il y a un support en dessous, et puis ça s'arrête là, quoi. Là, sur Toyota, vous avez un support avant de boîte, un support arrière de boîte, un support latéral et un support en dessous. Donc il y a beaucoup de démontage, quoi. Mais c'est fiable. Dans le temps, c'était super fiable. Je sais que mon père adoptif roulait que Toyota, depuis que je le connais. Ça avait l'air d'être bien. Ce sont des bonnes bagnoles en général. Volkswagen, ouais, comme je vous disais, ça reste cher. J'ai eu l'occasion de faire le Touran de mon beau-frère. Bon, ça se démonte assez bien. Mais par contre, des gros soucis, par exemple, au niveau du FAP. Hein, ça, c'est problème de FAP. C'était sur le 140 chevaux de 2011. Après, je pense que j'ai fait le tour des bagnoles. Après, il y a des voitures coréennes. Après, je suis pas assez expérimenté pour avoir fait tout ça, quoi. Tout ce qui est américain, j'ai jamais fait. Donc voilà, quoi. Donc j'espère que j'ai bien répondu aux questions de Damien. À la question à Ted, qui était un peu commune avec celle de Damien. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant. Donc là, c'était la fin de la première partie. Donc j'attends d'autres questions. J'attends d'autres questions et puis pour continuer ce FAQ numéro 1. Donc vu que j'ai pas d'autres questions pour l'instant, je voulais aussi vous raconter un peu mon histoire de chaîne, comment elle a été créée. Bah c'est parti d'un truc tout con, un collègue de travail qui est tombé en panne de voiture avec sa C4. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais entendu parler de YouTube, mais bon, ça me parlait pas plus que ça. Et puis comme j'étais pas très aux ordinateurs, donc ça me touchait pas. Et puis c'est vrai que je voyais de temps en temps des petites vidéos YouTube, ça m'arrivait. Hein. Et je vois un jour là où je travaille, il y avait un capot qui était ouvert. Un collègue avec sa bagnole qui était en vrac. Il y avait du liquide de refroidissement qui coulait par terre. Et puis il savait pas d'où ça venait, donc il y a un mécano, ils étaient 6, et puis il y en a un qui lui dit, bah tiens, ça vient de là, quoi, sans lui expliquer vraiment. Quoi. Et puis moi je suis arrivé, je me demandais ce qui se passait, j'ai regardé. J'avais un tournevis, j'ai 2-3 clés dans ma bagnole, j'ai commencé à regarder. Et puis il a changé c'était le thermostat qui était pété, donc je lui ai réparé son thermostat. Et puis il était content, et puis il a parlé de moi, et puis par la suite je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, si j'essayais de filmer des réparations, des choses comme ça. Et ça s'est lancé
comme ça, quoi. Et après, donc, je me suis retrouvé à faire des tutos. Et c'est là que ça... Je me suis pris un peu au jeu, quoi. Je me suis pris au jeu à faire des tutos. Et ça m'a permis aussi des... Parce qu'avant, je bricolais pas, je faisais rien de spécial à ce niveau-là. Et depuis mon divorce, je me suis vraiment... Comme il y avait beaucoup de frais entre les avocats, pas mal de frais dont je payais, j'avais pas trop les moyens d'emmener la bagnole donc en réparation. Et donc j'ai commencé à vraiment m'y mettre. Et puis ça m'a plu, quoi. Et je me suis découvert. En gros, je me suis vraiment découvert de mes capacités. Parce que quand j'étais jeune, mon père il avait tendance à mettre plus bactère. Et à l'époque, mon père, il y avait plein de personnes qui avaient tendance à me critiquer, à me dire que j'étais un nul, que j'étais un bon à rien, enfin bref. Et depuis que je fais des tutos, je me suis vachement redécouvert. Et puis je m'apprends et je m'étonne de jour en jour, quoi. Et puis finalement, je m'aperçois que j'étais pas si nul que ça. Et donc ça m'a permis d'apprendre énormément sur moi. Donc en gros, c'est un genre de thérapie, quoi. Et mon but, c'est d'apprendre, et de voir mes limites et de me découvrir à fond, quoi. Et ça, pour moi, c'est génial, quoi. Parce qu'en plus de ça, j'apprends, ça me permet de m'évader du quotidien. Je suis dans ma bulle. Dès que j'attrape mon appareil photo pour faire les vidéos, je me sens un surhomme. En gros, je sais pas, je me débloque, je m'apprends plein de choses, quoi. Après, pourquoi ça s'appelle Frédéric Fred Sympa? C'est une histoire qui remonte à super loin. Ça remonte à l'époque de ma première moto, un 600 GPZR, il était immatriculé SF. Et puis un jour, un collègue de BEP m'avait dit SF comme Super Fred. Et après, j'avais retourné. Il me semble que j'avais une voiture, je sais plus, qui était FS, et ça s'est transformé Fred Sympa. Et puis depuis, ça resté dans pas mal de pseudos où je l'utilise, quoi. Et comme j'ai pensé le concept d'aider les gens, je me suis dit, bah, Fred, il peut être sympa, donc c'est devenu Fred Sympa, tout simplement. Et grâce à vous, bon, j'ai fait pas mal de boulot, c'est sûr, j'ai passé pas mal de temps pour vous, mais grâce à vous, à vos visites, ma chaîne, elle a pris une ampleur, mais j'ai jamais vu ça. Et je suis surpris de jour en jour. Parce qu'au début, quand je disais ce que je faisais, ça faisait sourire un peu les gens. Quand j'avais 50 abonnés, j'étais super content. J'avais 500 vues, j'arrive à intéresser 500 personnes. Je me dis, c'est génial, quoi. Et là, je suis arrivé, là, demain, normalement, je devrais arriver à 1 800 000. Et jamais j'aurais pensé monter, de faire autant de vues et intéresser autant de personnes, quoi. Ça me touche énormément. Et puis là, j'ai plus 50 abonnés, là j'arrive à 3036 abonnés. Et ça commence à causer, quoi. Surtout je suis un amateur, quoi. Donc c'est ça qui me touche énormément, quoi. Et puis à un moment, j'ai failli arrêter ma chaîne parce qu'il y avait des critiques, il y avait des gens qui étaient un peu qui faisaient du rentre dedans, quoi. Donc moi je disais, laissez des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Mais il y a une façon de tourner les phrases, une façon de... On peut pas satisfaire tout le monde, mais on peut dire les choses sans s'énerver, sans... Justement, moi, si on me dit j'ai pas aimé, il faut me dire pourquoi, quoi. Ça me permet d'essayer d'améliorer, quoi. J'essaye d'argumenter pourquoi, quoi. Mais si on me le dit pas, si on me le fait en me gueulant, en m'insultant, c'est sûr que je vais faire du rentre dedans pour la réponse. Parce que je suis quelqu'un qui est assez direct, qui est franc, qui est déterminé, qui sait ce qu'il veut. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur ma chaîne? Ouais, ce que je peux dire sur ma chaîne, c'est que... donc je voulais dire bienvenue, donc un grand merci à tous ceux qui sont venus consulter ma chaîne, bien, déjà d'une. Ensuite, tous ceux qui me suivent depuis mes débuts. Et ça me permet aussi de discuter avec pas mal de personnes.
Ça c'est sympa aussi d'avoir des contacts. Là maintenant, de plus en plus, là je discute avec, vous pouvez aller voir sa chaîne aussi. Il est super sympa, c'est Jean-Fifi Mécanique. Il y a Boule aussi, vous pouvez les voir aussi, il est super sympa, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. C'est un... Et par la suite, j'aimerais bien rencontrer aussi plein de youtubeurs. Ça permet d'échanger, de partager une passion. Parce qu'on est nombreux à faire des chaînes un peu similaires. Moi, j'essaye de me diversifier en essayant de faire pas que de la mécanique, mais comme vous pouvez voir, je fais beaucoup de choses. Je peux réparer une machine à laver, une centrale à vapeur, comme on a pu voir. Je démonte des bagnoles, je répare des téléphones. Je fais, je sais plus ce que je fais, je règle une parabole. Il me semble que j'ai fait du pâté, je sais plus ce que j'ai fait énormément de choses. J'essaye d'en donner pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est pas évident de se dire, tiens, je vais donner, ah bah tiens, il a pas fait une Porsche, il a pas fait ci, il a pas fait ça. Bah, je fais en fonction de ce qui y arrive. Parce que quand je tourne mes vidéos, c'est à l'instant, c'est en fonction de ce qui arrive dans la vie, quoi. Je sais pas, il y a un truc qui pète, je répare. Là bientôt je vais faire un S6, téléphone S6 que mon fils a explosé de colère parce qu'il n'a pas fait sa chambre. Parce que comme il n'a pas fait sa chambre, j'ai retourné sa chambre. Son lit, il y a tout qui a volé. Et de colère, il m'a pété son S6. Donc là, je vais le réparer avec ses sous. Donc je vais faire un nouveau tuto. Donc vous pouvez voir comment on change un écran. Il y a pas mal de choses qui vont arriver sur le moment. Et ça fait que je suis énormément... là maintenant j'arrive à 271 vidéos. Donc voilà pour la fin de cette première partie. Donc là il est bientôt l'heure de repartir sur les routes. Donc j'ai passé un super bon moment à faire ce petit tournage. Et puis je vous dis à très bientôt quand j'aurai le reste des questions. Et puis merci à vous tous. Voilà, donc j'ai eu des nouvelles questions toujours de Damien, qui est très curieux. Donc il me demande si j'ai eu l'idée de restaurer donc, des véhicules anciens. Non, ça m'a jamais caressé l'esprit. Pourquoi? Parce que déjà d'une, il me faudrait de la place déjà pour entreposer le véhicule chez moi. Et sachant que ça va prendre beaucoup de temps, je ne peux pas me permettre d'avoir un véhicule qui me prend tout le garage. Sachant qu'avec les autres véhicules, si j'ai des pannes, je ne pourrais pas réparer. Ensuite, il faut toucher sa bille en soudure, en carrosserie. C'est pas le cas. Je suis pas carrossier, je suis pas soudeur. Donc je ne pourrais pas vraiment faire grand chose, quoi. À moins que je fasse la partie mécanique et que un carrossier soit derrière, pourquoi pas. Mais je pense que les véhicules anciens, il y a peut-être beaucoup de réglages, des choses de l'époque. Je ne suis pas assez calé, je veux dire, donc je dirais non. Je dirais non et puis j'en ferai pas. Ensuite, deuxième question. Est-ce que j'ai toujours fait les entretiens moi-même et les réparations de toutes mes voitures? Sur mes voitures, motos, donc moto, je m'occupais, j'avais fait mon kitchen, j'avais fait plaquettes de frein, comme sur les voitures, pareil. Tout ce qui est plaquettes, révision, vidange, filtre, liquide de refroidissement, ça je le faisais, c'était des petits trucs qui étaient à ma portée. Mais l'entretien comme je fais sur ma chaîne, en pousser jusqu'à les amortisseurs, la courroie de distribution, tout ça, et le boîte de vitesse, ça j'avais jamais fait. Et je me suis lancé moi-même, et ce qu'à la base je voulais faire par le biais de mon boulot, comme tous les mois on cotise pour une formation. Et je m'étais dit, tiens, ça peut être sympa de faire un stage dans un garage pour apprendre beaucoup de choses complémentaires. Et sauf que j'ai jamais demandé à mon boulot que je voulais faire un stage, et puis c'est pas compatible avec mon métier. Donc je me suis dit que ça servait à rien. Et j'ai eu la chance finalement d'avoir plein de véhicules par le biais des collègues et d'apprendre de me servir de leur voiture comme cobaye. Et ça m'a pu me permettre d'apprendre déjà sur moi-même et de me lancer petit à petit dans certains trucs. La seule chose que j'ai fait, c'est distribution et
embrayage. Ça c'est une chose que je fais pas pour mes collègues parce que je suis pas assez expérimenté, je l'ai fait pour moi-même. Donc je me suis dit que bon, ça a marché et je voudrais pas être responsable d'une connerie, style une boîte qui pète ou je préfère pas faire des gros trucs pour eux. Ensuite, qu'est-ce qu'il me demande? Pourquoi je ne fais pas une fosse dans mon garage, dans mon sous-sol? D'une, c'est pour la simple et bonne raison que c'est que sous le carrelage, à peu près 1 mètre, il y a la fosse septique qui passe en dessous. Donc j'ai pas envie de me retrouver en galère. Après, as-tu hérité de l'outillage? Car tu as un établi et un étau ancien. Alors donc l'outillage, donc c'est vrai effectivement il y a un étau ancien. Quand j'ai acheté la maison il y était. Et c'était celui qui habitait avant, c'était un plombier. Et il a laissé qu'on appelle ça l'espèce de brosse, l'espèce de touret avec une brosse. Tout ça c'est resté l'établi comme il était, assez ancien avec le vieux étau. Donc il est mort l'étau, mais bon c'est pas grave. J'en ai eu un autre qui est à côté. Mais il y a que ça que j'ai eu par le biais de la maison. Autrement, tout l'outillage que j'ai, c'est l'outillage que je me suis acheté petit à petit, en fonction des pannes que j'ai rencontrées, en fonction des choses à faire sur les véhicules. À chaque fois, il fallait un outillage spécifique. Donc j'ai tout acheté. Et depuis, bah, ça me sert pour plein de marques. Donc voilà pour les questions de Damien. Donc j'ai rien à rajouter dessus. Donc maintenant on va attendre les autres questions qui vont arriver petit à petit, puis j'y répondrai. Donc là je voulais répondre donc à Jean-Fifi Mécanique, mon ami. Donc la question que tu me poses, donc c'est quel est le chantier où j'en ai le plus bavé? Il y en a eu quelques-uns, pas par la dureté, mais par rapport à... Donc je vais en parler. Donc le premier qui m'a vraiment fait galérer, c'était la Fiat 500 Abarth. C'était à mes débuts. Et dessus j'avais un triangle à changer, quoi. Donc ça tient un triangle, ça tient comme tu sais très bien par 3 points. Et ce jour-là j'avais la misère avec moi. En gros j'ai commencé à 14 h, j'ai fini la bagnole, il était 5 h du matin, quoi. Donc ça a commencé la douille de l'écrou anti-vol qui a pété. Donc c'était des douilles avec des espèces de tétons. Donc surtout n'achetez pas ça, c'est de la merde. Et à la longue les tétons ils finissent par se barrer et après vous ne pouvez plus enlever votre écran anti-vol. Donc j'ai essayé de 14 h jusqu'à 21 h. Vous voyez, comme tu peux voir, je suis quelqu'un qui lâche pas l'affaire. J'ai essayé de fabriquer un arrache écrou. J'ai pas réussi. J'ai essayé de le sortir, impossible. Et j'ai réussi à enlever qu'un seul écrou, et c'était l'écrou de roue côté du côté que je devais faire. Mais le souci, c'est qu'il a fallu que je tombe le berceau. Et pour tomber le berceau, l'autre triangle était à poste. Et comme je ne pouvais pas enlever la roue, c'était assez problématique. Donc j'ai réussi quand même à le faire tant bien que mal. Et après, quand j'ai voulu remettre le berceau, il était forcément en travers. J'arrivais pas à refixer tout l'ensemble. Après, ma petite compagne qui me fait j'ai faim, on va manger. Il était quand même 4 h du matin. Je lui dis c'est bon, il me reste 4 vis à mettre. C'était pour fixer la barre stable. Et quand j'ai voulu serrer la barre stable, les vis, j'ai 2 vis qui ont pété au serrage. Donc il a fallu que j'extrais. Donc en gros j'ai fini plus d'1 heure après, j'ai dû retomber une partie du berceau et aller avec une petite pince pour aller chercher ma vis qui était au loin. Parce que le problème de certaines voitures, comme la Fiat 500 Abarth, on a des... Si on regarde par exemple sur Mercedes, la barre stable arrière, elle fait comme ça, tac tac. Et l'autre sur Abarth, ça fait un genre comme ça, tac, ça remonte et ça redescend. Et elle passe pas comme on veut, quoi. Donc j'en ai un petit peu chié avec celle-là. Ensuite l'Alpha, donc italien, j'avais été emmerdé avec encore une histoire de triangle. Là j'avais passé une nuit blanche, j'étais fou.
a piqué une crise de nerfs. Parce que quand j'ai voulu mettre le triangle, j'ai serré à la main le filet s'est arraché du triangle, donc niqué. Ensuite j'ai voulu le refixer, donc on a rechangé le triangle parce qu'il y avait un problème. Et quand j'ai voulu le remettre, ça tombait pas en face, c'était... Et mon collègue, bah, il avait besoin de sa bagnole, donc j'ai bossé toute la nuit. Donc c'est la première fois, une bonne partie il a passé de lui mettre. Et après il est revenu avec d'autres triangles neufs. Et là ça a été le calvaire. Comme je voulais pas le laisser dans la merde, j'ai fait ma journée de boulot. Et j'ai attaqué la voiture, il était minuit. Et je l'ai fini à 8 h du matin parce que ça allait pas. Et là j'étais éclaté et puis je prenais le boulot dans la foulée, quoi. Donc celle-là m'en a fait suer, mais de chez suer. Ensuite Seat, j'en ai chié un petit peu par rapport au... Pas par rapport au boulot, mais par rapport à ce que j'avais la pression. La voiture d'une amie, donc de son fils. Elle me dit ouais, il y a quelques trucs à faire pour faire passer le contrôle technique. Donc j'avais regardé, donc il y avait les joints speed boîte, il y avait le pot d'échappement à changer, enfin, le silencieux. Il y avait plaquettes disque. Je me rappelle plus, il me semble qu'il y avait autre chose. Et donc les plaquettes, j'avais commandé sur... la grave erreur que j'ai fait, c'est de commander chez Mister Auto. Ils sont arrivés, donc parce que sur Mister Auto, il faut savoir qu'il y a un expert. Quand vous commandez le soir, il y a un expert qui vous parle, soi-disant, un expert en je sais pas quoi, peut-être en gâteau, j'en sais rien, mais pas en voiture. Et il m'avait dit, si c'est bon, ça se monte sans voie de voiture, joint spi, ok d'accord. Et donc quand les pièces sont arrivées, j'ai eu la surprise, c'est que les disques étaient trop grands, les plaquettes ça allait pas du tout. Les joints spi, il n'y avait qu'un seul modèle, donc j'avais commandé les deux modèles. Bah, deux pareils, parce que je pensais que c'était les deux mêmes. Le pot d'échappement aussi, donc les joints spi c'était pas les bons, le pot d'échappement arrivait défoncé, donc j'ai recontacté Mister Auto, ils m'ont renvoyé un pot, il était encore défoncé, donc imaginez le temps que ça prend. Et puis, donc ça c'était courant de la semaine, et puis à un moment j'ai dit bon je laisse tomber Mister Auto, je suis allé chez AD chercher les pièces, donc forcément il y avait un billet de 100 supplémentaire. Donc les plaquettes disques, j'ai pu les faire rapidement. Et quand j'avais renvoyé donc les pièces à Mister Auto, le joint spi, et quand je suis arrivé chez Auto Distribution, ils m'ont redonné un joint spi, vu que c'était pas le bon. Et le problème, la connerie que j'ai fait, c'est que je leur ai donné celui que j'avais avant, quoi. Donc pour moi, il était pas bon. Et quand j'ai démonté, je me suis aperçu que finalement, celui que Mister Auto m'avait envoyé, il était bon, mais que pour un côté, quoi. Donc après, il y a eu des problèmes de livraison, ça a dû repartir. Et mon souci, c'est que le fils de mon ami prenait la route le samedi matin, quoi. Et j'ai eu les pièces j'ai eu mon joint spi le vendredi avant 18 h, quoi. Donc j'ai attaqué la bagnole après mon boulot et j'ai fini la voiture, elle était 23 h. Et comme ça, il a pu prendre la route dès le samedi matin. Donc là, j'avais une pression énorme. Donc là, j'étais pas bien. Ensuite, les embrayages, je peux dire que j'en ai chié quand même, parce que bon, j'avais jamais fait ça. Sur Toyota, ça s'est bien passé. Audi, j'avais été emmerdé. Comme ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai fait faire tomber le moteur. J'ai tiré trop fort sur la boîte. Le cric s'est couché. Le moteur est tombé. De pas grand chose, mais il est tombé au moins de 10 cm. Et j'ai mis à peu près 2 h 30 pour le remettre en place. Et j'avais plus de moyen de levage. Donc ça me posait un gros problème. Là j'en ai un petit peu chié. Voilà pour cette question, j'en fais fi. Autrement, une autre question, donc c'était qu'est-ce que je pense des voitures hybrides et des véhicules électriques. Je serais plus pour hybride que pour électrique. Pourquoi? Parce qu'électrique c'est source de panne. Sur les véhicules électriques, il y a plein de choses qui me dérangent. La première chose, c'est que c'est électrique, donc c'est source de panne. Deuxième chose, c'est l'autonomie. C'est l'autonomie qui me bloque, parce que je roule énormément. Et à chaque fois que je vois véhicule électrique, je pense toujours vacances d'été. Tous les gens qui partent, par exemple, moi je descends souvent dans le sud de la France. Et si j'ai une autonomie de 200 km, qu'est-ce que je vais foutre avec ça, quoi? Donc il va me falloir 5 jours pour pouvoir descendre, quoi. En gros c'est ça, quoi. Et imaginons que, vous savez tous que vous comme moi,
que quand on descend par exemple dans le sud de la France, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'estivants, il y a beaucoup de personnes sur les routes, mais il n'y aura pas, par exemple, admettons, il y a 200 000 voitures, est-ce qu'il y aura 200 000 prises électriques pour pouvoir refaire votre plein? Ça, je pense pas, quoi. Donc vous voyez, c'est des petits trucs comme ça qui me dérangent. Ensuite, il y a le fait qu'il y ait les, qu'on appelle ça, le recyclage des batteries. Qu'est-ce qu'on va en faire de toutes ces batteries? Il y a ce truc-là. Il y a le... Quand il fait froid, là je vois ma compagne, elle a une factrice. Sa factrice, elle peut pas finir sa... Elle est obligée de couper le chauffage pour pouvoir rouler l'hiver, sinon elle n'arrive pas à finir sa tournée, quoi. Donc tout ça, les véhicules électriques, on n'est pas encore au top, quoi. Il va falloir qu'ils fassent de gros progrès avant que je m'y mette. L'hybride, donc ça permet toujours, c'est vrai que ça pollue plus ou moins parce qu'il y a quand même il y a une partie électrique et une partie, on peut avoir une partie qu'on appelle ça motorisée. Donc je pense que ça peut être bien d'avoir toujours deux systèmes qu'on appelle ça, deux sources d'énergie différentes, quoi. Donc voilà ce que je pense au niveau des véhicules hybrides. Après, peut-être qu'au niveau autonomie, je ne sais pas, je connais pas. C'est Tesla, peut-être qu'eux, ils sont peut-être au top. Mais le problème de Tesla, c'est que c'est super cher. Je crois que le prix de base, je crois que c'est dans les 80 000 euros. Donc je pense pas qu'on puisse tous s'y mettre dans ces modèles-là, quoi. Donc voilà ce que... J'espère que j'ai répondu à tes questions, Jean-Fifi. Et après, tu me parlais aussi de... Attends, je vais revoir la question, parce que je m'en souviens. Donc Jean-Fifi, donc la question que tu me poses, si je devais rénover un véhicule ancien, de notre époque, style 205, GTI, Ford Fiesta, XR2, injection, Ford Escort, Cosworth, Golf GTI, Golf 1. Ah, Golf 1, ouais, c'est vrai que ça avait du charme à l'époque, c'est vrai, et même maintenant, ouais, c'est vrai que la Golf 1, pourquoi pas. Mais le souci, c'est que pour rénover, c'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo, il faudrait j'ai pas assez de place. C'est-à-dire que moi, il me faut toujours de la place pour que je puisse faire mes véhicules actuels. Parce que quand on fait la rénovation, ça prend du temps pour trouver les pièces. Et donc, ce serait bien qu'il y ait style un hangar à côté, quoi, que je puisse l'entreposer et que je puisse faire de temps en temps. Pourquoi pas. Mais comme je disais, c'est que pour faire vraiment de la rénovation, il faut toucher sa bille en carrosserie, il faut toucher sa bille qu'on appelle ça... en carrosserie, je sais plus en quoi d'ailleurs. En soudure, voilà, parce que des fois il y a des soudures à refaire. Et ça, je ne sais pas faire. Mais c'est vrai que si j'avais un carrossier avec moi je m'occuperais de la partie mécanique, il n'y aurait pas de souci, je pense. Mais ça pourrait être marrant d'essayer, mais bon, c'est vrai que c'est pas trop mon truc. Ça va être un peu... je pense que ça va être spécial comme affaire, quoi. Donc en espérant que j'ai bien répondu à tes questions. Voilà, donc c'est terminé pour ce FAQ numéro 1. Ça m'a fait plaisir de tourner ce grand moment avec vous, même si vous n'êtes pas là directement, quand vous verrez ma vidéo. Je vous dis à très bientôt, donc faites... abonnez-vous, laissez-moi des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, faites comme d'habitude, et puis un grand merci à vous tous d'être sur ma chaîne, parce que ça... Hier matin, j'ai passé la barre des 1 800 000, et je pensais pas en arriver là. Bon je vous dis à très bientôt, ciao!